portes, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis de moi. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir à nouveau parmi nous Anna Miraltex, qui a déjà animé 2 programmes avec nous l'an dernier et qui a accepté de revenir pour parler de sujets dont on parle peu dans nos églises. Alors, je vais rapidement vous la présenter. Donc, Anna, elle est mariée, mère de famille. Elle est passionnée par le développement humain dans tous ses aspects. Elle est conseillère conjugale et familiale. Elle est psychopraticienne, directrice adjointe de l'établissement Maurice Tièche sur le campus adventiste de Collonges-sous-Salève. Elle est aussi ancienne d'église. Tout cela additionné à son riche vécu personnel lui permet également d'accompagner des couples et de faire des préparations au mariage, ainsi que de nous proposer des interventions sur des thèmes précis comme aujourd'hui, où elle nous parlera de remariage et de famille recomposée, de l'importance de savoir d'où l'on vient, c'est-à-dire la situation personnelle de chacun avant la famille recomposée, des enjeux visibles et cachés, et terminera en nous partageant quelques clés et conseils pratiques pour le quotidien. Je te laisse la parole, Anna. Merci beaucoup, Aude, et toute l'équipe du ministère de la Famille à l'Église de Montpellier, de me permettre de parler, de vous partager de ce sujet si important qui me tient à cœur. Et c'est vrai, comme tu disais, Aude, que c'est un sujet peut-être qu'on ne parle pas beaucoup, et pourtant c'est un sujet qui est important et qui est un sujet de société, puisque on retrouve actuellement qu'il y a de plus en plus de familles recomposées. Donc avant tout, je vais vous partager donc, le PowerPoint qui me permettra de suivre les idées et quelques éléments. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le PowerPoint? Impeccable. Impeccable, ok, très bien. Donc, avant tout, qu'est-ce que la famille recomposée? On peut se poser la question. Et on parle de famille recomposée quand un couple vit avec un ou plusieurs enfants, donc seul l'un des adultes est le père ou la mère, et peut-être qu'il y a aussi des enfants du couple. En fait, cela fait une constellation familiale qui est importante, qui peut être importante. Et donc, en gros, c'est soit c'est le père qui amène ses enfants dans le couple, soit c'est la maman, soit c'est les deux, en fait. Et en plus, il y a des enfants du nouveau couple. Donc, en fait, je voulais vous partager une étude, une statistique, en fait, qui nous permet de comprendre que même si la famille traditionnelle, la famille nucléaire, c'est la plus nombreuse en France, donc ça, cette étude, c'est en 2020, on voit quand même que la famille recomposée prend quand même une grande importance parce que déjà, on est à 9%. Donc, même si la famille traditionnelle est donc la plus importante. Alors, quand on parle de famille recomposée, j'aimerais, comme elle a dit Aude, comme elle l'a vous présenté, vous amener dans des réflexions sur 3 volets, en fait. Le premier volet va concerner tout ce qu'on amène dans la famille, dans le couple de la famille, donc forcément, c'est son histoire. Le deuxième volet, ce sera la naissance du couple et la naissance de la famille recomposée, avec ses enjeux, parfois évidents, visibles, mais parfois aussi cachés et insoupçonnés. Et je vous présenterai aussi un troisième volet qui porte sur des éléments pratiques pour le quotidien, qui proviennent bien sûr de tout ce que j'ai appris, mais surtout de ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore, puisque avec mon mari, donc nous avons formé aussi une famille recomposée. Donc, à chacun son histoire. Et dans cette histoire qu'on apporte donc, dans le couple, dans le nouveau couple et dans la famille recomposée, c'est bien sûr son histoire qui va exercer une influence dans toute la dynamique, que ce soit relationnelle, que ce soit dans le tissage des liens et aussi dans la construction de ce nouveau système. En gros, pour le dire d'une autre manière,
c'est que l'histoire de chacun qui va être apportée dans le système va contribuer à former une famille qui va être spécifique, un couple qui va être unique. Donc en fait, cette histoire qui précède la formation du couple est à prendre en considération, et notamment sur 3 axes. Donc le premier axe, vous le voyez donc sur l'écran, ce sera l'axe qui concerne le travail de la perte. En fait, dans le cas de la famille recomposée, l'un ou l'autre des conjoints, ou peut-être les deux, ont vécu une perte. Donc, soit par séparation, soit par divorce, subi ou choisi, soit parce qu'il y a eu le conjoint qui est décédé, donc le veuvage, ou bien, dans quelques cas, c'est parce qu'on a eu un enfant par choix seul, ou parfois un cas de grossesse non désirée. Mais c'est qu'on est au clair, c'est que la rupture conjugale, elle va mettre fin à l'attachement intime de 2 partenaires de l'ancien couple et qu'elle détruit complètement les projections dans l'avenir qu'on avait avec le précédent conjoint. Donc, on peut être bouleversé à cause de cette perte et à cause de la rupture au point de perdre tous nos repères fondatrices de notre existence et surtout aussi parce que l'image qu'on a de nous-mêmes peut être vraiment altérée. Donc, face à ça, c'est tellement souffrant et parfois complexe et difficile qu'on serait peut-être tenté de passer à côté, de ne pas le traverser, ce processus. J'en avais parlé déjà quand on avait, lors de mon intervention du parent seul, c'est-à-dire que parfois, on va vouloir faire l'économie du travail de deuil et le travail sur soi. Comment? Soit en étant complètement dans le déni de nos émotions et de notre souffrance, ou en se disant que finalement, on n'a pas vraiment aimé notre précédent partenaire, mais aussi, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on va se mettre en couple très vite, ou on va se remarier très vite, de manière vraiment précipitée, pour effacer l'échec, pour oublier, passer à autre chose très rapidement, et en faisant l'économie de ce travail. Donc en fait, dans ce processus de deuil, il faut savoir qu'il faut entrer dans la souffrance de la perte pour accepter la réalité de la séparation. Alors c'est vrai que parfois il y a des séparations qui sont vivement souhaitées et que ça n'a pas été imposé. Dans ce cas, la personne le vivra tout autrement. Ce processus après la rupture va être inconfortable, comme je disais, et puis même peut-être douloureux, hein, mais il est nécessaire parce qu'il y a une désorganisation de notre vie et on a besoin de prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre réalité pour pouvoir aussi petit à petit donner sens à ce qui s'est passé et j'espère avec du temps pouvoir créer de nouveaux attachements, de nouveaux liens, des nouvelles relations, hein, et entrer dans l'amour. Donc ce travail personnel, il s'avère nécessaire pour pouvoir déjà se reconstruire à l'intérieur de soi, reconstruire l'image de soi-même qui a été peut-être malmenée, et aussi pour pouvoir s'attacher de nouveau. Alors, pas de la même manière, probablement, parce qu'on va, j'espère, adopter un fonctionnement de couple qui est tout à fait différent dans le cas de l'échec, hein, dans le cas où le couple a été dans une impasse. Et dans ce processus, on aura grandi, ça nous a permis de nous développer, de mieux nous connaître, et aussi de pointer du doigt des conflits internes, des choses qui nous habitent, qui ont été peut-être insoupçonnées jusqu'alors, et qui nous ont causé bien des misères. Donc, à mon sens, dans cette étape, ce qui est important, c'est de pointer du doigt certains éléments. Déjà, analyser la cause de l'échec. Parce que on va tout amener dans le nouveau couple. On va tout amener dans cette famille recomposée, hein, dans laquelle on va échanger. C'est important de comprendre les scénarios qu'on a mis en place dans ce couple, dans la relation intérieure, hein, qui nous ont embarqués dans une voie sans issue. Mais surtout, je crois qu'on doit oser se demander pourquoi ai-je été attirée par cet homme ou par cette femme? Qu'est-ce qui m'a poussée à faire couple avec elle ou avec lui? C'est-à-dire les origines
ce sont des éléments, ce sont des réflexions qui vont beaucoup nous aider pour mieux nous connaître et pour prendre aussi nos responsabilités. Donc, en fait, ce premier axe de l'histoire qu'on amène dans le nouveau couple concerne la manière avec laquelle on va traverser cette étape de rupture, de deuil, qui va nous permettre de revisiter notre propre histoire et peut-être remanier certaines choses, certains nœuds qui méritent d'être déliés, qui méritent d'être digérés, parce que ça va influencer directement la construction du couple et aussi de la famille recomposée. Un deuxième axe, c'est l'histoire familiale qui a suivi tout de suite après la rupture. Pendant cette étape qui précède la nouvelle rencontre et la naissance du couple, l'un des conjoints ou bien les deux ont automatiquement, forcément, s'ils ont des enfants, vécu la monoparentalité, en fait, avec des enfants qui ont vécu de manière régulière, sous le même toit ou pas. Donc la monoparentalité, on a parlé déjà dans une précédente intervention de tous les enjeux, et ils seront inévitablement amenés dans la nouvelle famille d'une manière ou d'une autre. Et on sait que dans la monoparentalité, il y a des enjeux. Entre autres, j'ai dit vite fait, déjà la difficulté d'être père et mère en même temps, parce que c'est un écueil dans lequel on peut tomber. Être au clair donc avec le rôle du père et de la mère, mais aussi gérer 3 pertes. Je crois que j'en avais parlé aussi. C'est parce qu'en réalité, on ne perd pas qu'un conjoint, qu'on est en famille monoparentale et qu'on a subi une rupture. En fait, on perd, oui, certes le conjoint, mais on perd déjà la cellule couple et on perd aussi la famille dans le sens de la famille nucléaire traditionnelle. Un autre enjeu, c'est de trouver des ressources pour aller mieux, pour prendre soin de soi et en dehors des enfants, pour être suffisamment stable et en forme pour faire face à tous les besoins et qui sont multiples. Et en fait, un de ces besoins, ça sera aussi le besoin de reprendre force et de s'appuyer peut-être sur d'autres personnes de l'entourage dans l'exercice éducatif et de la parentalité. Un autre enjeu, ça peut être aussi refuser l'investissement d'un enfant en tant que conjoint ou adulte. Parce que parfois, on ne protège pas la place des enfants en tant que telle, et sans faire exprès, de manière tout à fait pas intentionnelle, on donne une place à l'enfant qui ne lui revient pas. Et aussi au niveau du cadre éducatif qu'on donne. C'est un des enjeux aussi de la famille monoparentale, parce que on doit mettre seul un cadre sécurisant avec des limites saines et s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc vous voyez, tous ces éléments-là, qui sont des enjeux de la famille monoparentale, vont être amenés de la manière qu'on les a vécus ou pas vécus, vont être amenés dans le nouveau couple. Un troisième axe que je crois qu'il faut prendre en considération dans l'histoire qu'on amène dans le nouveau couple, ce sera, et qui concerne les 2 conjoints, que ce soit si il a vécu ou elle a vécu une perte ou pas, une rupture, c'est l'histoire personnelle. En fait, l'histoire personnelle, avec toutes ces expériences, les blessures, la culture, les croyances, l'éducation, et je pense aussi également à la manière avec laquelle il ou elle a été aimé, comment on a vécu en famille, comment on s'est détaché des parents, comment on a tissé une vie relationnelle, comment on a vécu l'amour, comment on le comprend, l'amour en général, comment on vit notre vie professionnelle, les désirs, les projets, etc. De quelle manière a-t-on évolué dans la vie? Est-ce que, au travers du comportement, de la vie émotionnelle, des pensées, est-ce que on remarque qu'il y a des conflits qui sont non résolus? Est-ce que cela est pris en considération pour pouvoir élaborer et révisiter certains aspects? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'histoire de chacun avec ses axes, tous ces éléments vont être amenés, ils vont se déverser, mais sans aucun doute, dans le couple et dans la famille.
Donc, il y a des conflits, il y a des nœuds qui vont ressurgir à coup sûr, et ça vaut la peine de prendre cela en considération. Donc, l'histoire personnelle. Dans la naissance du couple et de la famille recomposée, je vous partage une citation qui me touche particulièrement. C'est celle de Samuel Johnson qui dit qu'un second mariage est le triomphe de l'espérance sur l'expérience. En gros, ce n'est pas parce que notre première famille ou notre premier couple n'a pas fonctionné qu'on est obligé de rester figé à tout jamais dans le célibat. Hein. Dans le cas, en plus, en plus de la rupture ou le décès, si en plus on reste parent, on a des fortes chances de former une famille recomposée. Quand on rencontre quelqu'un avec l'intention de former un couple dans la durée. Donc, dans cette recomposition, il y aura, et ça sera obligatoire, de tenir compte de l'ancien couple conjugal, parce que bien que l'ancien couple conjugal n'existe plus, parce qu'il y a eu rupture, c'est-à-dire qu'il y a eu soit décès, soit divorce, le couple parental, quant à lui, il demeure à jamais. Donc, il faudra bien considérer l'autre parent de l'enfant et de surcroît, la famille élargie. Donc, comme je disais, c'est croire que c'est possible, mais former ce couple conjugal, ce nouveau couple conjugal, va impliquer forcément de tenir compte des enfants, de l'ancien conjoint, parce que le couple parental existe toujours, et aussi la famille élargie. Donc, à un moment donné, la personne qui est seule, parent ou pas, a le désir de vivre l'amour, et c'est tout à fait légitime, et a le désir de construire un couple. Parce que la vie continue. On ne la refait pas, je pense, mais on a envie de la continuer dans cet élan. Quand tout le processus qui suit la rupture arrive à un certain stade, bon, du moins je l'espère, c'est normal qu'on puisse de nouveau se projeter dans une vie conjugale. Mais dans cette situation où l'un ou l'autre ou les deux ont des enfants, il y a une particularité et elle est de taille. Car dans une famille habituelle, on construit d'abord un couple conjugal et une fois que le couple est assez construit, et s'ils ont un projet commun de fonder une famille, on va faire des enfants. En fait, ils passent à un autre stade dans la construction de leur couple, en se projetant, en ayant ce souhait de faire une famille. Tandis que dans la famille recomposée, c'est autre chose, parce que on rencontre quelqu'un qui ne nous laisse pas indifférents, certes, on le côtoie, on le fréquente, on commence une relation amoureuse, et à un moment donné, on se dit, il y a les enfants, que ce soit les miens ou ceux de l'autre. Je deviens de fait belle-mère ou beau-père ou conjoint du parent. Tout dépend comment on se définit, parce que parfois on n'aime pas s'appeler belle-mère ou beau-père, on préfère se dire le conjoint du parent biologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, est-ce que c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est exactement ce que je souhaitais? Est-ce que je veux construire avec mon conjoint, avec ses enfants qui ne sont pas à moi? Ou est-ce que je suis prête à construire avec quelqu'un qui n'est pas le parent biologique des miens, avec des temps de présence des enfants plus ou moins longs, un rythme régulier ou irrégulier, parce que ça peut différer d'une famille à l'autre, et surtout avec des âges qui peuvent être très différents chez les enfants, ce qui implique des stades de vie de l'enfant très divers. Donc des stades, je parle, que ce soit un bébé, un enfant, un adolescent. Et dans ces stades de vie si différents, peut-être qu'on ne se sent pas prêt à accompagner. Bien, donc dans la famille recomposée, j'aimerais évoquer quelques enjeux qui me semblent importants. Donc déjà, le premier enjeu,
à tenir compte, c'est celui de la construction du couple. Et quand je parle de construction, je parle aussi de santé. Parce que le couple se forme au milieu d'une situation de famille qui est exigeante, parce qu'elle existe déjà, il y a déjà des enfants. Le couple, il va grandir dans cet environnement-là. Donc, comme on l'a dit, habituellement, le couple se forme et ensuite, on a des enfants. C'est qu'il laisse un peu de temps. En tout cas, c'est que je conseille quand les couples se forment, on a un temps pour se fonder solidement et pour former une équipe unie, pour se préparer à l'étape suivante. Dans le cas de la famille recomposée, ce n'est pas le cas. Les conjoints, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils risquent, dans beaucoup de cas, de négliger leur couple et les besoins de couple pour bien se construire et se renforcer. Donc, il va falloir donner une place à ce couple pour qu'il puisse s'établir en tant que tel. Il va falloir trouver des stratégies parce que le couple va devenir le socle qui va garantir l'ajustement nécessaire, un ajustement sain et harmonieux pour que chacun puisse trouver sa place, pour l'éducation, pour l'établissement et la mise en place des limites et des frontières, mais aussi dans l'enclenchement d'un processus affectif, en fait, dans la création des liens. Tout va être basé sur le couple. Et c'est pour ça que je conseille aux conjoints de s'occuper de manière prioritaire de leur couple, de le présenter aux enfants, bien évidemment, avec une mise en mots sur leur relation. Et je ne pense pas ici à partager l'intimité, mais à faire savoir ce qui est en train de se passer, parce que je crois que c'est important de mettre des mots pour aussi les rassurer, tout en écoutant le ressenti, mais sans lui donner la possibilité de décision. On verra plus tard, parce que c'est aussi un risque de leur donner le pouvoir de décision. À cela s'ajoute donc un deuxième enjeu, c'est l'histoire de chacun, comme j'ai déjà évoqué, dans les 3 axes, le vécu de la précédente rupture et du travail après la rupture, l'histoire propre de chacun et les séquelles de la vie monoparentale. Alors, je voudrais m'arrêter encore sur 2 ou 3 points que j'ai oubliés tout à l'heure par rapport à la vie monoparentale, parce que, en fait, dans de nombreux cas, dans la famille monoparentale, on vit une relation où il y a des liens très particuliers qui se créent avec les enfants, des liens très très forts, où l'enfant prend une place très particulière auprès du parent biologique et qui sera remise en question et mise à mal quelque part lors de la naissance du couple, mais de manière certaine lors de la recomposition familiale. Donc en fait, il va y avoir un remaniement de la place de chacun qui est difficile lors du passage de la famille monoparentale à la famille recomposée. Parce que la place de l'enfant auprès de papa ou de maman, ou même la place dans la fratrie, peut être remaniée en fait. Donc les enfants, ils peuvent avoir l'impression qu'ils perdent leur place et en même temps, le beau-parent, il peut ressentir, lui, se sentir illégitime et même exclu du système et la cellule familiale que souvent, dans le cas de la famille monoparentale, est très, très solidaire, hein, et très unie contre la difficulté qu'ils ont déjà traversée ensemble, quoi. Donc, en fait, l'arrivée de l'autre peut être vécue par les enfants comme une trahison et on va en vouloir cette nouvelle personne, hein, qui arrive dans le cercle familial, et ce sera un défi à relever pour le beau-parent et aussi pour le parent biologique, donc de la famille recomposée, mais surtout pour le beau-parent pour trouver sa place. Et je parle aussi du parent biologique parce que il sera un élément déterminant pour aider justement les uns et les autres à s'ajuster. Mais on en parlera plus tard. Troisième enjeu, c'est le sentiment de culpabilité. Culpabilité de plusieurs membres dans la famille recomposée. Hein.
Donc, déjà, culpabilité des enfants vis-à-vis de leurs parents biologiques qui ont été séparés, se croyant peut-être qu'ils sont responsables de la séparation, mais aussi des parents qui se culpabilisent de la situation qu'ils font vivre, qui imposent à leurs enfants. Et cela amène souvent certains parents à être constamment dans la réparation des possibles blessures qu'ils auraient causées à leurs enfants. Donc, ça aussi, ça va pousser le parent à donner une place à l'enfant qui ne lui revient pas. Comme, par exemple, et ça, on le rencontre dans beaucoup de couples, de nouveaux couples dans les familles recomposées, c'est qu'on donne à un enfant le pouvoir de décider si le parent peut se mettre en couple ou pas. Moi, j'ai des exemples qui demandent, en fait, et presque ils obéissent, les parents, ils obéissent. Quand l'enfant, il dit non, non, mais moi, je ne veux pas que tu te mettes en couple. Et aussi, on lui donne une place de décision. Parfois, est-ce que le futur conjoint te convient? Ou bien de donner le choix à l'enfant d'adopter certaines modalités de vie. Ou bien pour réparer la blessure, d'assouplir le cadre éducatif, des limites et des frontières, au point où l'enfant ne s'y retrouve plus. Parce que, en fait, on évalue souvent par le degré de bonheur apparent chez l'enfant, parce que ça nous rassure. C'est-à-dire que sur le coup, on voit que ça lui fait plaisir, hein, mais je vous laisse imaginer les conséquences d'un tel positionnement sur l'enfant en pleine croissance psycho-affective, les conséquences dans un avenir proche. Parce que le temps, je vous assure, je vous le dis par expérience, il passe très vite. Hein. Donc les enfants, ils arrivent très vite en phase d'adolescence et en phase de jeune adulte, et tout ce qu'on aura semé, quelque part, on va le retrouver plus tard. Donc, quatrième enjeu, ce sont les éléments structurels, c'est-à-dire les frontières, les places de chacun et l'autorité. Parce que ce sont des éléments qui sont mais vraiment nécessaires, indispensables pour se construire sainement, non seulement la famille en tant que cellule, mais aussi les enfants. En gros, je dois vous dire, les bonnes questions à se poser, c'est qui est qui? Est-ce que je suis belle-mère? Est-ce que je suis la femme de ton père? Est-ce que je suis la conjointe? Est-ce que je suis l'épouse? Alors, qui est qui? Est-ce que tu es mon beau-fils? Est-ce que tu es le fils de mon mari? Qui fait quoi? Quand? Comment? Où? Voilà, vous voyez, ce sont des questions comme ça. Donc, et dans ce questionnement et dans l'établissement de cette structure, le rôle du parent biologique des enfants au sein de la famille recomposée sera capital. Parce qu'il va introduire le beau-parent dans le nouveau système familial et quelque part, c'est une manière de lui donner autorité. Ce qui m'amène à dire que le travail d'ajustement parental dans le couple entre les conjoints au préalable est indispensable. Se poser des bonnes questions, se poser des questions pertinentes. Déjà, quant à la famille qu'on veut former, quelle est la nature de la famille qu'on veut former? En faisant attention aux conséquences de nos décisions. Par exemple, si j'exclus l'autre, le beau-parent, d'une fonction parentale, est-ce qu'on peut imaginer quel type de relation pourra s'instaurer entre le beau-parent et l'enfant? Cela vaut la peine d'en parler, hein, parce que la vie du nouveau foyer concerne les deux, concerne le couple et les deux conjoints. Et les deux vont être impliqués dans la vie des enfants, que ce soit de manière très investie dans la création du lien, le rappel des frontières, les limites, etc., soit par l'absence totale de lien. Mais de fait, on est déjà impliqué dans la vie des enfants. Avec toutes les constellations possibles, parce que on sait qu'il peut y avoir des enfants du mari, il peut y avoir des enfants de l'épouse, il peut y avoir des enfants des deux, il peut y avoir des enfants du couple. Hein. Donc en fait,
c'est important qu'on se pose la question, comment faire? Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est vraiment primordial de se poser ces questions pour pouvoir ensemble élaborer une stratégie. Le 5e enjeu, c'est le lien et le sentiment d'appartenance. Parce que, en fait, quand les familles se retrouvent, ou un conjoint qui n'a pas lui-même d'enfants se retrouve dans une famille recomposée du fait de son couple, en fait, ils composent avec ce qu'ils ont, d'accord? Mais tout à l'heure, je parlais de l'histoire précédant la nouvelle recomposition, mais l'histoire précédente entraîne une histoire de lien, une histoire d'attachement, une histoire d'appartenance. Il existe un vécu passé et on ne peut pas, et à mon sens, on ne doit pas faire disparaître ce vécu et cette histoire parce que il s'agit de l'histoire personnelle de chacun, c'est l'histoire des conjoints, mais c'est aussi l'histoire de chacun des enfants. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre en place pour la création des nouveaux liens? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour que petit à petit, un sentiment nouveau d'appartenance puisse naître sans faire disparaître le sentiment d'appartenance précédent et qui existe toujours, et sans interdire non plus d'appartenir à la famille d'origine. En fait, c'est une grande richesse qu'on y pense bien, parce que c'est une grande richesse de pouvoir faire d'autres liens, de pouvoir appartenir à une autre cellule familiale, et c'est rassurant de pouvoir vivre ce sentiment d'appartenance sans se culpabiliser à cause d'un sentiment qui est fréquent de déloyauté. Et ce sentiment de déloyauté est très fréquemment généré par des blessures narcissiques chez les parents. Parce que ces blessures nous font vivre la rivalité, la jalousie, etc., que les enfants ressentent, et ça les empêche de s'ouvrir à l'attachement de nouvelles personnes, en l'occurrence du nouveau conjoint, du père ou de la mère, hein, ou le beau-parent. C'est pourquoi il est très important, à mon sens, de créer des nouveaux rituels. Vous voyez, dans le passé, la famille d'origine avait certainement de rituels qui les unissaient. Des choses qu'ils faisaient quotidiennement, ou tous les mois, ou tous les ans, je ne sais pas. Et nous, on aura besoin, dans cette famille recomposée, de mettre en place de manière progressive de nouveaux rituels qui permettront de nous rallier. Par exemple, les repas de famille, les fêtes d'anniversaire, partir en vacances, partir au ski, je ne sais pas. Hein, voilà. Donc, d'avoir des événements, de les mettre en place. Ces événements permettront de se réunir, ils permettront petit à petit de tisser des liens et progressivement d'avoir ce sentiment d'appartenance. Hein. Donc, 6e enjeu que je vous propose, c'est la famille élargie et le cercle social. Parce que on forme un couple, un nouveau couple, on hérite des enfants de l'autre, quelque part, où on amène nos enfants, mais il y a aussi une famille élargie de la précédente union et de la nouvelle. Donc en fait, cette famille élargie sera aussi une terre, un terreau qui permettra à la famille recomposée de grandir dans des bonnes conditions ou pas. Et quand je pense à la famille élargie, je pense aux grands-parents, aux oncles, les tantes, et aussi les amis, l'église, voilà, l'entourage. Alors, est-ce que cet entourage est encourageant? Ou est-ce qu'il nous renvoie constamment à notre échec et il ne croit pas du tout à ce nouveau couple et à cette recomposition? Vous savez, les dires, tout ce qu'on dit, hein, tout ce qu'on commente, les avis des uns et des autres peuvent être fatals. Parce que les commentaires mal placés
et surtout la non-compréhension du vécu, parce qu'il faut être dedans pour comprendre. Hein. Depuis l'extérieur, on a une vision, mais quand on le vit à l'intérieur, c'est autre chose. La comparaison aussi avec l'ancien conjoint, ça peut faire vraiment très très mal. Ou bien, parfois, la famille d'origine surinvestit son rôle dans la famille donc recomposée, parce qu'ils craignent le pire au sein de la nouvelle reconstitution. Cela véhicule l'idée de la suprématie du lien biologique, hein, parce que c'est inscrit dans nos mentalités, en fait. On présuppose et on croit hein, qu'il faut être père ou mère biologique pour bien s'occuper d'un enfant. Donc, dans cet enjeu de la famille élargie et de l'entourage, ce sera indispensable que le couple s'accorde pour marquer des frontières bienveillantes mais nécessaires sans les faire disparaître. Parce que la famille élargie, on ne peut pas la faire disparaître. La famille, c'est le groupe d'appartenance des enfants et des conjoints. Et les enfants, ils en ont besoin pour se construire. Donc, la recomposition est une richesse, hein, une valeur ajoutée à ce que l'enfant a déjà auprès de sa famille biologique. Donc, la famille élargie, moi je crois a tout intérêt à s'y investir, et même les amis et le cercle social, à s'investir, à participer à sa manière et en respectant la place, mais s'investir dans la construction de la composition ne serait-ce qu'en encourageant, en étant bienveillant, en écoutant, en donnant un coup de main. Et dans ce 6e enjeu, je ne peux pas oublier un personnage très important, et que c'est l'autre parent biologique, c'est-à-dire l'ex-conjoint. Alors, déjà, ce qui est important, c'est, dans un premier temps, c'est la relation des ex-conjoints, savoir comment ça se passe. Mais surtout, dans l'exercice de leur parentalité, car le couple parental ne divorce pas. Et c'est important que les parents séparés comprennent cela et qu'ils le verbalisent, qu'ils le disent à leurs enfants, parce que les enfants ont besoin de leurs 2 parents, avec une organisation différente, certes, mais ils ont besoin de savoir et de vivre une entente parentale bienveillante, sereine, en tout ce qui concerne leur vie, la santé, l'éducation, la scolarité, toutes les activités, les décisions importantes, en laissant une place aux beaux-parents, donc au nouveau conjoint, dans l'exercice d'une parentalité qui va venir enrichir celle du couple parental biologique. Et cet exercice de cette parentalité du beau-parent dépendra de l'âge de l'enfant, hein, parce qu'on ne s'occupe pas de la même manière, on ne va pas s'investir de la même manière dans le quotidien d'un enfant en bas âge qu'un adolescent, par exemple, ou un jeune adulte. Alors, le beau-parent, souvent, va s'investir, ou le nouveau conjoint, je dis le beau-parent, mais tout dépend comment il se fait appeler, va s'investir dans le quotidien, et beaucoup de fois, il n'est pas reconnu, malheureusement. Bien. Et dans la plupart des cas, la famille recomposée, dans la famille recomposée, il y aura un 7e enjeu que j'aimerais maintenant aussi partager, et c'est l'enjeu de la crise. La crise de la famille recomposée. Dès que la famille recomposée prend place, toute une systémique se met en place, il y a une perte d'équilibre. On pourrait imaginer le contraire, mais pourtant il y a une perte d'équilibre intérieur, psychique, affectif, de chacun des composants, que ce soit visible ou pas. Parce qu'en fait, on va entrer dans un terrain relationnel où la systémique qui se met en place va faire réémerger, il va faire ressurgir des conflits, soit passés et qui n'ont pas été résolus, et qu'ils entrent en scène dans cette nouvelle pièce, soit des conflits inhérents au stade de vie dans lequel on se trouve. Par exemple, l'adolescence. Donc, mais pas seulement, cela peut toucher
les enfants qui quittent le foyer, qui vont s'émanciper, ou l'intégration de l'enfant en maternelle quand elle a 3 ans, le passage au collège, mais aussi pour les conjoints, la crise de milieu de vie d'un des conjoints. Donc en fait, tous ces conflits-là, que ce soit personnels dans le passé et qui sont resservis en quelque sorte, c'est un plat qui est resservi pour pouvoir être mâché et digéré, mais aussi il y a la résurgence de certains conflits qui vont de pair en fait avec le stade de l'enfant. Ce n'est pas la même chose de former une famille recomposée avec le bébé de quelqu'un ou avec un adolescent. Ce n'est pas la même chose. Et dans cette crise de famille, j'aimerais aussi parler de la complexité et de la difficulté pour le beau-parent, c'est-à-dire le nouvel arrivant, le nouvel arrivant ou bien les beaux-parents, parce que chacun a des enfants, de composer avec tout cela. Composer avec tout cela pour d'abord construire son couple, que déjà c'est pas une mince affaire pour chacun d'entre nous, qu'on soit famille recomposée ou pas. La construction d'un couple est complexe, nécessite un investissement, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Mais pour le beau-parent, il va s'investir dans la construction de son couple en même temps qu'il va s'investir dans la mesure et dans les limites que le parent biologique, donc son conjoint, lui permet, dans l'éducation et l'accompagnement des enfants et la création du lien. Donc, il va construire son couple. En même temps, il faut qu'il s'investisse dans la vie quotidienne, même si c'est à des rythmes irréguliers, mais avec l'enfant de l'autre. Et aussi, il doit gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, au niveau émotionnel, de tout ce qui émerge à l'intérieur de lui, ou d'elle, dans l'émotionnel, dans la pensée, dans cet exercice qui est donc conjugal, mais aussi parental. Parce que le beau-parent, il a été propulsé dans l'exercice de la parentalité, peut-être sans qu'il en ait eu le désir au préalable, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour élaborer quelque part, pour laisser naître un sentiment, entre guillemets, maternel ou paternel, qui ont tous les parents biologiques, parce que quand une maman, elle tombe enceinte, par exemple, elle a 9 mois pour se projeter. Déjà, elle a eu le désir de ce bébé avec son conjoint, et elle a eu 9 mois avec des transformations dans son corps, dans sa pensée, dans ses émotions, qui ont fait que le sentiment d'attachement, il se crée petit à petit. Mais pour le beau-parent, il n'a pas eu ce temps-là. Donc, en fait, n'ayant pas ce temps d'élaboration, il va falloir aussi qu'il ait du temps. Mais voilà, c'est un enjeu important pour le beau-parent. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il doit aussi gérer tout ce qui se passe avec l'ex-conjoint. Parce que le beau-parent occupe une place et vis-à-vis du parent biologique, c'est-à-dire l'ex-conjoint de son conjoint actuel, il va devoir se positionner, il va devoir gérer ce qui remonte, et c'est dans ces cas-là qu'on peut constater des sentiments de rivalité, de jalousie, de colère, de rejet, de tristesse, etc. Voilà pour les enjeux. Donc, c'est vrai que tous les points que je viens d'évoquer peuvent nous donner une image d'un tableau d'une grande complexité, c'est très difficile, mais je dois dire que la famille recomposée a une grande richesse et je suis bien placée pour le dire. Les enjeux que j'ai évoqués ne sont pas une fatalité. Ne sont pas des éléments qui vont nous amener à l'échec, mais ils sont l'occasion de faire équipe avec son conjoint dans l'amour, dans le parcours
du chemin qu'on a décidé de faire ensemble, parce qu'on l'a choisi et parce qu'on le veut. Donc, en fait, c'est l'occasion de s'accorder et de y aller ensemble. Et parce que les deux principaux objectifs de cette histoire, c'est un objectif, c'est la construction du couple. Bon, ça, c'est valable pour tous les couples et toutes les familles, hein, mais aussi l'harmonie familiale dans une constellation qui n'est pas simple, mais cette harmonie familiale et le couple formé, solide et qui font équipe sera important parce que ça accompagnera les enfants dans leur construction, la construction de leur personne, de manière favorable et positive. Mais pour cela, il va falloir travailler la terre. Hein. Donc d'abord, travailler la terre, enlever les mauvaises herbes, semer, arroser. Il faudra du soleil et il faudra surtout du temps pour qu'on ait une bonne récolte. Mais je peux dire que ce travail en vaut la peine. Je vais passer maintenant, je vous laisserai un temps de questions tout à l'heure, hein, qui sera géré par Aude. Mais j'aimerais, avant de terminer, vous donner quelques éléments pratiques pour le quotidien. C'est vrai que vous l'aurez compris, là on partage des idées, on partage des éléments qui sont importants, mais c'est une introduction pour qu'on puisse en réfléchir, pour qu'on puisse en débattre et surtout pour qu'on puisse encourager. Parce que ce n'est pas un travail facile, mais comme je disais, ça en vaut vraiment la peine. Alors, les éléments que j'aimerais vous partager aujourd'hui, les éléments pratiques. Alors, déjà, se donner du temps pour se rencontrer, pour rencontrer le couple, et d'investir dans la relation conjugale en priorisant le couple, chose que souvent nous ne faisons pas. On donne la priorité aux enfants. Et là, moi, je vous propose de changer un tout petit peu la perspective. Cela ne veut pas dire de négliger les enfants, mais cela veut dire qu'on va investir dans le socle de la famille, les conjoints. Les conjoints doivent être, pardonnez-moi l'expression, mais je vais quand même le dire, les rois de la maison. Le roi et la reine, ce ne sont pas les enfants, mais ce sont les parents. Parce que c'est eux qui vont être les fondements, le socle qui va permettre de traverser des moments difficiles, des moments complexes. Si le couple n'est pas fort et uni, ce sera très, très compliqué. Le deuxième élément, deuxième point, je pense que c'est se dire que le but, dès qu'on forme un couple, le but n'est pas atteint. Hein. Mais en fait, c'est un chemin, c'est un processus. Et que dans ce processus, la patience est nécessaire. Donc, il faut demander à Dieu de nous donner vraiment beaucoup de patience parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Donc, l'aspect temps est indispensable pour récolter les fruits de notre investissement. Donc, temps et disponibilité. Je vous ai marqué aussi l'écoute, la communication et le dialogue parce que je crois que la mise en mots avec les enfants et le dialogue en respectant leur temps, c'est-à-dire leur temps, pas chronologique, mais ce que je veux dire, le temps de leur vécu. Parce qu'on ne va pas pouvoir parler avec un enfant de la même manière si ça ne fait pas très longtemps que le couple s'est séparé. On ne va pas parler de la même manière si déjà le deuil est fait, si l'enfant a retrouvé une certaine stabilité, et aussi tout dépend de son âge. On ne va pas pouvoir évoquer les mêmes choses. Alors, oui, communiquer, oui, dialoguer, mais aussi écouter leurs ressentis, leurs besoins, le besoin de l'enfant. Respecter le parent biologique, c'est-à-dire, ça, parfois, c'est pas facile, hein, mais dans tous les cas, je mets vraiment l'accent sur cela parce que leur parent biologique, je veux dire ex-conjoint de mon couple, de mon partenaire. Respecter le parent biologique de l'enfant,
pour moi, veut dire respecter qui il est par son titre, parce que c'est le parent, c'est pas le beau-parent qui est parent, mais son titre, son rôle et sa fonction. Il faut qu'on soit très au clair avec ça. Et dans le respect du parent, de l'enfant, donc ex-conjoint, il y a aussi le message qu'on va passer par nos paroles, mais aussi par nos gestes, par tout l'émotionnel qui transpire quand on habite dans une famille recomposée, le message qui est destiné à l'enfant, qu'il ne perd pas son parent biologique. C'est pas parce que le couple a été supprimé et qu'il y a eu rupture, qu'il perd le parent. Il ne perd pas ses parents. Le couple parental existe toujours. Et c'est très important parce que ça rassure les enfants. Alors, s'investir dans l'éducation, je pense que c'est important de s'investir et d'être au clair avec son conjoint de quelle manière on va s'investir dans l'éducation et de quelle manière on va être disponible. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, je crois qu'il y a des parents parfois qui disent « bon, tu touches pas mon enfant, tu lui dis rien parce que c'est mon fils et c'est pas le tien ». C'est compliqué. Ou dire « bon, écoute, tu t'en occupes, c'est pas mes enfants ». C'est des investissements, je crois, qui méritent d'être discutés, qui méritent d'être parlés et qui méritent d'être travaillés pour trouver une entente, une manière de faire, des modalités éducatives qui vont être favorables pour l'enfant. Mettre des rituels en place. Je l'ai parlé tout à l'heure. Pour construire ce sentiment d'appartenance, je crois que c'est important d'utiliser notre créativité pour de nouveau mettre en place des événements pour les anniversaires, des repas de famille, des sorties, etc., pour construire ce sentiment d'appartenance. L'affection, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Donc, en fait, il faut l'apprivoiser, cette affection. Et pour ça, il faut du temps. Investissement, temps, patience. Je crois aussi que c'est important de respecter les phases de croissance des enfants et de s'y adapter, parce que c'est aux adultes de s'adapter et d'avoir un positionnement qui correspond à la phase dans laquelle l'enfant se trouve. Comme je disais tout à l'heure aussi, on ne va pas se positionner de la même manière avec un enfant qui est dans l'adolescence, comme un bébé ou un enfant d'un bas âge. Hein. S'accorder, j'ai sauté, oui voilà, amour sans des faux semblants, c'est-à-dire nourrir l'amour, en sachant que l'amour, avant d'être un sentiment, c'est un choix. Et c'est un choix qu'on peut prendre tout de suite, mais que le sentiment du lien d'attachement, lui, il ne vient pas tout de suite. Mais on peut choisir avec détermination, mais sans faire semblant, sans se forcer, parce que parfois, on ne le ressent pas. Et l'enfant et le conjoint ou le beau-parent va le ressentir. Donc, il faut être authentique. On doit apprendre à se connaître. Déjà dans le couple, mais on doit apprendre à se connaître avec les enfants de l'autre. On doit apprendre à connaître les enfants, on doit connaître leur histoire, leur passé, leur comportement, leur aussi habitude de vie. Donc, on doit nourrir l'amour avec patience, avec détermination et en se disant que c'est un choix qu'on fait. Hein, parce que parfois, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, mais en tout cas, on ne le ressent pas. Donc, il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Nous rencontrerons des succès dans la famille recomposée, dans nos buts et objectifs, mais je dois dire qu'on va aussi rencontrer des échecs. Mais cela fait partie du chemin. C'est impossible, comme je disais tout à l'heure, de s'investir dans un couple et dans une famille recomposée en imaginant qu'on va voir tout de suite.
c'est un processus, un investissement de longue haleine. Et dans cet investissement, ce processus, il y aura des réussites, mais aussi il y aura des échecs. Et une règle de vie que je crois que pour moi est fondamentale et qui pourra aider énormément la formation et la construction et la consolidation de la famille recomposée, c'est de s'accorder en couple. Alors, je le répète beaucoup parce que je crois que les couples aujourd'hui, en général, ils prennent pas beaucoup de temps pour dialoguer, pour trouver des stratégies et faire des projets ensemble. Mais dans le cas d'une famille recomposée, si cet élément vient à manquer, ce sera très compliqué d'avoir un fonctionnement qui est sain et bienveillant pour tout le monde. Bien, je voulais aussi vous partager 3 versets qui me tenaient à cœur et qui m'ont fait penser à, quand je pense à la famille recomposée, ces versets m'ont particulièrement touchée. Et en fait, le premier se trouve dans 2 Corinthiens 9, versets 6 et 9. Alors, je ne sais pas si, Aude, est-ce que tu voudrais les lire, s'il te plaît? Avec plaisir. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice demeure pour toujours. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre revient avec des cris de joie quand il porte des gerbes. Psaume 126, versets 5 à 6. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Merci beaucoup, Aude. En fait, je vous ai partagé ces versets parce que je crois qu'on peut s'y référer et on peut s'appuyer parce qu'on a besoin de comprendre qu'on sème et qu'on ne récolte pas tout de suite. Mais que si on est vraiment déterminé dans notre cœur à semer en étant vraiment authentique, comme il dit le verset, sans tristesse ni contrainte, c'est-à-dire d'accepter ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que Dieu aime quand tu donnes avec joie, que tu donnes à la hauteur de ce que tu peux donner. Et en fait, on peut compter sur l'aide de Dieu. Il le dit, Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes les grâces. Et ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie, parce que je pense que dans la famille recomposée, il y a un investissement, c'est comme si on labourait une terre chez les enfants, et en fait, les fruits, on les récolte plus tard. Bien sûr qu'il y a des petites victoires, il y a des satisfactions tous les jours, mais c'est aussi dans l'objectif de voir nos enfants debout, des jeunes adultes qui sont capables de décider, de discerner et de se lancer dans la vie avec une relation qui est saine avec nous, mais qu'en même temps, ils peuvent aussi se détacher de nous, qui est important. Et on peut compter sur Dieu parce qu'il nous le promet, qu'il va nous instruire, qu'il va nous montrer la voie, qu'il va nous donner des conseils. Et parfois, bien sûr, c'est par son Saint-Esprit, mais ça peut être par des livres, ça peut être par des interventions comme celle d'aujourd'hui, ça peut être par des échanges, ça peut être par des témoignages. Donc voilà, j'espère que ces pistes des réflexions et ces versets d'encouragement vont nous aider, parce que je suis la première concernée, mais ils vont aussi aider toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et à mener à bien un couple heureux et une famille harmonieuse. Voilà, merci. Alors, il y a une question, une remarque de
jp.com qui demandait: est-il réellement possible d'effacer les liens de la première relation, car il y a des processus d'attachement qui sont plus grands que nous. Si vraiment on a été véritablement engagé et sincère dans la relation, il y a une dimension qui nous dépasse. Donc la question est, est-ce que on peut effacer ces liens? Voilà, effacer les liens de la première relation. Ben, je crois que dans les points que j'ai évoqués, j'ai justement évoqué le fait qu'il ne faut surtout pas effacer les liens d'origine, en fait, pour l'enfant. L'enfant, il a créé des liens qui sont forts, qui l'ont structuré, qui les structurent encore, qui participent à sa construction personnelle. Il ne faut pas les effacer. Mais en fait, je crois que c'est au contraire. Il faut rassurer l'enfant du fait que la nouvelle famille recomposée n'effacera pas et ne l'obligera pas à renoncer à ses liens d'origine avec son parent biologique et la famille élargie d'origine. Alors moi, j'avais une question que j'avais préparée qui est en lien avec cette question justement. Donc, comment maintenir ce lien lorsque le parent biologique, il s'investit peu, voire pas du tout? Ok. C'est sûr que la manière avec laquelle la rupture a eu lieu et la manière avec laquelle les ex-conjoints se sont accordés pour exercer sa fonction parentale est vitale, est indispensable. Et malheureusement, il arrive qu'on ne s'accorde pas du tout. Donc il faut déjà commencer par là. Il faut commencer par comment dire ça, d'avoir cette certitude que le couple parental ne disparaît pas. Le couple conjugal, oui, il peut être cassé, il peut être arrêté, mais le couple parental ne meurt pas. C'est-à-dire que l'un et l'autre, ils ont des droits et des obligations. Maintenant, si le couple parental ne s'est pas réuni pour savoir comment ils vont exercer leur parentalité, c'est une erreur. Parce que justement, pour l'enfant a besoin d'entretenir ce lien avec ses parents, son parent biologique, son parent d'origine. Vous voyez, donc ça, c'est très important. Maintenant, si ça n'existe pas, il faut soit le provoquer, soit faire en sorte de rentrer en dialogue, parce que autrement, on ne peut pas obliger l'autre, hein, ça c'est certain. Mais il ne faut pas se conformer en disant « le lien n'existe pas, donc je reste comme ça ». On peut à tout moment, bien sûr en discutant avec l'enfant, faire en sorte que ce lien puisse petit à petit renaître. Si l'autre le veut, bien sûr. C'est ça. Alors, une question de Sandrine. Est-ce que la famille recomposée n'est pas davantage subie, même positivement, par l'enfant plutôt qu'un enrichissement pour lui? Alors, dans un premier temps, elle est subie. Hein, parce que l'enfant, comme je disais, on ne lui demande pas sa permission, et heureusement. Maintenant, c'est clair que l'enfant n'a pas demandé déjà, d'une part, à que ses parents se séparent. De fait, il y est confronté et il doit faire avec. Il doit s'adapter et élaborer de nouveau une organisation par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, quand la famille recomposée voit le jour, il doit de nouveau se réorganiser, et c'est sûr que du moment où la famille recomposée commence à prendre forme jusqu'au moment où l'enfant pourra vivre cette famille recomposée comme une richesse, il y a tout un processus, ça c'est certain. Alors, une question. Est-il mieux d'attendre que nos enfants soient adultes pour envisager un remariage? Alors, j'ai vu cette question-là qui est passée. Ça dépend. Si on envisage un remariage quand les enfants ils sont adultes, cela signifie qu'on ne veut pas rentrer dans la réflexion de l'exercice parental et que c'est trop complexe. J'imagine, hein, je ne sais pas la personne à quoi elle pense,
c'est certain que les enfants, quand ils sont adultes, ils sont émancipés, le couple conjugal est tout à fait différent et il va avoir un environnement tout à fait différent que si les enfants ils sont en bas âge. Parce que quand les enfants ils sont en bas âge, qui pleurent, qu'il faut faire la douche, qu'il faut les amener à la musique, qu'il faut aller les chercher à l'école, qu'après ils se plaignent de ci, de ça, j'ai faim, voilà, etc., qu'ils sont malades ou je ne sais pas quoi, ou quand les enfants ils sont adolescents et avec tout ce qui les exigences que cette phase demande, ce ne sera pas la même chose. Alors, quand on me demande si c'est mieux ou pas, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut attendre à que les enfants soient adultes pour vivre en couple, pour vivre l'amour? Moi, personnellement, je pense que c'est un obstacle qu'on se met. Maintenant, il faut respecter parce que certaines personnes ne vont pas se sentir à l'aise et en capacité d'affronter et de gérer l'exercice de la parentalité. Alors, une autre question. Quoi dire à un célibataire qui a peur de se marier avec une personne qui a déjà des enfants? D'écouter mon intervention, déjà. Alors, il a peur et je comprends. Mais je crois qu'il faut élaborer cette pensée en échangeant, en se posant les bonnes questions, en discernant les peurs, d'où elles proviennent. Et quand on a peur, c'est une émotion qui demande à être rassurée. On a peur parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. On a peur parce qu'on ne se sent pas capable. On a peur parce qu'on se dit, oh là là, on est en danger. Quand on a peur, c'est parce qu'on est en danger. Et qu'est-ce qu'on interprète? Qu'est-ce qu'on imagine? Sur quoi on fantasme quand on pense que c'est compliqué? Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut s'informer. Il faut s'informer, écouter les témoignages des uns des autres et surtout savoir est-ce que je tiens à cette personne? Est-ce que je veux être en couple avec cette personne? Est-ce que le fait que cette personne ait des enfants fera que je décide de ne plus faire couple avec cette personne? Voilà, il faut se poser les bonnes questions, mais je crois que l'on a peur, c'est normal, c'est légitime, hein, parce que c'est sûr, hein, mais bon, j'ai envie de dire que quand on est parent, sans être dans une famille recomposée, quand on a nos propres enfants, on peut aussi avoir peur, parce que le chemin et le parcours éducatif, c'est aussi complexe et demande beaucoup d'investissement et de temps, mais c'est magnifique et merveilleux. Donc, dans la famille recomposée, il y a quand même aussi cette idée, cette croyance que bon, quand on est aussi, on n'est pas le parent biologique, ça va pas bien se passer, que le lien de sang est prioritaire et voilà, il l'emporte au lien qu'on pourrait tisser. Et c'est pas faux, mais je donnerai des nuances. Donc en fait, il faut que cette personne s'informe et se questionne et échange surtout. La référence éducative est-elle réellement légitime pour l'enfant dans la relation recomposée? La référence éducative. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà, tu m'interromps si jamais c'est pas ça. Alors, moi, ce que je crois, c'est que quand un couple forme une famille recomposée, la question éducative, elle se pose. Hein. Mais la question éducative se pose parce que l'éducation, c'est un besoin prioritaire de l'enfant pour se construire et grandir. Maintenant, quel sera le rôle de chacun? Donc, la question éducative, elle est sur le tapis, hein, sur la table. Et de toute façon, dans tous les aspects d'une famille, quelle qu'elle soit, et d'autant plus dans la famille recomposée, on ne peut pas éviter de parler de tous les aspects, de toutes les dimensions de la famille. Et une des dimensions, c'est l'éducation. Hein. Éducation, alors déjà, la personne, qu'est-ce qu'il met derrière le mot éducation? Est-ce que c'est lui apprendre des choses ou c'est faire aussi la discipline? Est-ce que ça parle de l'autorité? Est-ce que ça parle des limites? Voilà, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si la personne peut préciser en attendant. Il y avait quelques remarques. Oui. Alors, il y avait Olivier qui disait « C'est une étape très difficile et je n'ai pas pu ou avoir le courage de recontacter la mère de mes enfants pour dire « Je passe à une autre étape de ma vie ». C'est une Alors, conception. si je comprends bien,
cette personne, donc Olivier, je crois que tu disais, est en train d'envisager de former un nouveau couple et il n'a pas le courage d'en parler à son ex-conjointe, c'est bien ça? Moi, c'est ce que j'ai compris. S'il peut confirmer que c'est ça, s'il est encore là. Bon, je peux parler de ça. Je ne vois pas en quoi l'ex-conjoint aurait son mot à dire. Puisqu'il y a eu rupture et que le couple conjugal n'existe plus. Il n'y a que le couple parental, comme je disais tout à l'heure, et ce sera important d'en parler parce que le nouveau conjoint arrivant, on ne peut pas l'ignorer, il va exister. Et j'ose espérer, mais bon, malheureusement, ça n'arrive pas à chaque fois, ou dans des rares fois, qu'aussi l'ex-conjoint va considérer le nouveau conjoint. Alors, je ne suis pas en train de dire de l'aimer, d'aller boire un café ensemble. Je suis en train de dire de le considérer parce qu'il existe et parce qu'il va avoir une fonction auprès des enfants. Maintenant, là, dans le cas de la question que tu poses, Aude, de la part d'Olivier, j'ai l'impression que le deuil n'a pas été fait. Donc, quand je parlais tout à l'heure de l'histoire précédente qu'on amène dans le nouveau couple et dans la famille recomposée, c'est qu'il y a eu quand même quelque chose dans le travail de perte qui n'a pas été encore bien mûri et maturé. Alors, il précise en disant qu'il a eu une aide et l'aide voulait qu'il fasse cette démarche. Donc, je pense de dire à son ex-conjointe qu'il refaisait ça. Et c'est où le problème? Parce qu'il n'a pas le courage. C'est ça, je crois. Donc, ça serait intéressant de s'interroger, Olivier, pourquoi tu n'as pas le courage? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te lie encore tellement avec ton ex-conjointe qui t'empêche de dire que maintenant tu continues ta vie et que tu as le droit aussi de... Est-ce qu'il y a un lien particulier qui vous unit encore? Il y a des peurs peut-être, je ne sais pas. Ça vaudrait la peine d'aller un tout petit peu comprendre et analyser ce qui se passe. Voilà. Ouais. Alors, une remarque qu'il y a eu sur YouTube, une parentalité dans une famille recomposée doit être basée sur des fondations d'honnêteté et de respect. Le parent biologique doit être un soutien à l'autre parent pour une intégration totale. C'est une question ou une affirmation? C'est une remarque. Ok. Voilà. Moi, je vais commenter juste quelque chose. Je crois que ce qui a été dit là, c'est très important. Parce qu'en fait, la manière qu'on va se positionner vis-à-vis du nouveau conjoint, qui est en contact avec nos enfants, hein, disons, je me place là dans la peau de l'ex-conjoint que je vois comme mon enfant, il va dans le couple, dans le nouveau couple, d'accord? Donc, en fait, de quelle manière moi, je vais intégrer ce nouveau nouveau beau-parent, pardon, et je vais le respecter parce que ça va être nécessaire pour la construction de l'enfant et surtout pour que l'enfant se dégage de toute culpabilité, de tout enjeu de rivalité, etc. C'est très, très important. Merci pour cette remarque. Une autre remarque de JP, on ne peut pas parler de parentalité dans le cadre de remariage, car les liens sont entremêlés sans être fusionnels. L'harmonie familiale est une surface qui peut se permettre de plonger des racines dans les liens précédents sans être légitime. Ok, je ne comprends pas trop cet argument, mais là où peut-être moi je ferai une nuance, c'est que, en effet, la parentalité, pour moi, il faut la discuter. En gardant les frontières et en préservant, bien sûr, les liens avec la famille d'origine. Mais bon, on parle de surface. Bon, moi, je parlais aussi d'authenticité. Hein. Je parlais d'authenticité, de pas seulement être en surface, mais d'aller aussi viser des liens profonds. Mais chacun sa place. Parce que de toute façon, la famille recomposée, avec le beau-parent, qui n'est pas le parent des enfants, mais il peut exercer une fonction parentale.
Alors, il y avait d'autres remarques, je crois. Ah oui, il y avait une question. Comment annoncer aux enfants l'existence du nouveau conjoint, enfant entre 4 et 8 ans? Mhm. Avec beaucoup de tact Mm. et surtout en tenant compte, parce que là, je ne sais pas dans cette situation, ça fait voilà combien de temps que la séparation avec le parent, l'autre parent a eu lieu. Mais en fait, il faut y aller progressivement et avec beaucoup de tact en mettant des mots, c'est certain, et en évitant de se justifier et de leur donner le pouvoir décisionnel Mm, mm. pour les protéger justement. Parce que c'est pas à eux d'avoir cette fonction-là. Mais avec beaucoup de tact et surtout en parlant de la richesse et en les rassurant, comme je disais tout à l'heure, sur le fait que, grâce au fait qu'ils ne vont pas perdre les liens, que le couple parental existe toujours, sauf dans le cas du veuvage, hein, parce que ça, bien sûr, ça existe le lien, même dans le veuvage, hein, mais ce n'est pas le lien comme, ok, tu vas tous les un week-end sur 2 chez l'autre, etc. Donc, voilà. Alors, souvent, les couples veulent avoir un enfant. Si le remariage a lieu alors qu'il y a une impossibilité d'avoir des enfants dans le nouveau couple, comment aider le couple à se sentir épanoui avec les enfants de l'autre? Je crois que aussi, je n'ai un petit peu parlé lors de mon intervention, en ayant déjà des objectifs, en s'interrogeant au sein du couple, avec son partenaire, sur la famille qu'on veut construire, même une famille recomposée, et en ayant beaucoup de patience, en s'investissant, je crois que c'est important. Je crois que c'est important de parler avec son conjoint pour arriver à cet épanouissement, hein, parce que comme je l'ai dit, l'épanouissement n'arrive pas tout de suite. Donc, s'ils ne peuvent pas avoir des enfants ensemble et qu'il y a les enfants de l'un des deux, il y a une fonction de parentalité qui peut être mise en place progressivement en investissant le lien, comme je n'ai parlé, mais il va falloir du temps et de la patience. Alors, avez-vous des exemples de familles recomposées dans la Bible et surtout, comment perçoit Dieu cette situation? Surtout que Jésus a dit que seul lors d'un adultère, que c'est seulement lors d'un adultère que l'on peut divorcer. Alors, c'est vrai que j'ai pas orienté ma présentation au niveau biblique, mais puisque Jésus est mentionné, je dirais que la première famille recomposée déjà qui me vient à l'esprit, c'est Jésus. Parce que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Et pourtant, ils ont dû composer. Il y a eu un exercice de parentalité, d'amour et d'affection humains qui ont été mis en place. Donc, c'est la première idée que j'ai, c'est déjà lui, c'est Jésus. Mais on voit aussi dans l'Ancien Testament des familles qui sont issues aussi de la polygamie, hein, si je peux dire aussi, et qu'on voit comment ils ont dû composer les uns avec les autres dans la fratrie, avec aussi la rivalité entre femmes, etc. Donc voilà, par rapport à la question de est-ce que Dieu valide un remariage, c'est bien ça, hein, qui a été posé comme on parle question. de divorce seulement en cas d'adultère, donc je pense que... Moi, c'est que je pense, et je le crois, c'est que Dieu valide les choses qu'on fait quand on respecte ses lois. Et je crois que les choses, elles doivent être bien faites, c'est-à-dire claires, précises, et qu'on ne peut pas passer une étape et une autre, et c'est dans la confusion, je crois, et c'est ça que moi je constate dans beaucoup de familles, c'est que souvent il y a une confusion entre la séparation, on est séparés, mais on est ensemble, et on est avec quelqu'un d'autre. Donc c'est dans ces confusions-là que je pense que Dieu n'agrée pas. Mais dans le cas
d'une séparation, d'une rupture qui est validée, qui est statuée. Je crois que Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité de continuer notre vie et d'en profiter pour faire aussi un chemin personnel. Et si l'occasion se présente de pouvoir rencontrer une personne avec laquelle on peut vivre un couple selon le modèle de Dieu et pouvoir recomposer une famille avec les consignes et les conseils du Seigneur, je ne vois pas d'objection par rapport à ça. Mais ça, c'est ma croyance personnelle. Surtout que, bon, si je peux me permettre une remarque aussi, toutes les séparations ou tous les remariages ne sont pas forcément suite à un divorce, parce que c'est là que tu as cité les divorces, tu as cité le veuvage, et il y a aussi des personnes qui n'étaient pas mariées et qui avaient eu des enfants ensemble aussi. Oui. Donc, je ne sais pas, pour moi, ça ne rentre pas forcément dans le même... Des personnes qui n'étaient pas mariées, qui ont eu des enfants, donc dans le célibat, hein, et qu'à un moment donné, ils font chemin et qu'ils avancent dans le chemin de foi, de sanctification. Est-ce qu'on va les condamner? Est-ce qu'on va les empêcher de vivre une relation saine de couple et de pouvoir former une famille recomposée qui puisse être favorable pour les enfants et pour le couple? C'est une question que je me pose. Alors, il y a eu une remarque sur YouTube par rapport à la remarque d'Olivier, qui avait du mal à annoncer à son ex-conjointe. Donc, elle dit peut-être qu'il éprouve encore des sentiments pour son ex, et c'est pour ça qu'il a du mal à annoncer à son ex-conjointe qu'il a rencontré une autre femme. Et elle précise qu'il n'avait peut-être pas encore fait le deuil de l'histoire ancienne. Je préférerais ne pas élaborer ou spéculer des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi de parler de ce qu'Olivier ressent. La seule chose que je conseille, moi, à Olivier, c'est de s'interroger sur ce qui se passe dans ce lien-là, effectivement, dans le lien avec l'ex-conjointe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment le travail de deuil a été fait correctement? Et c'est l'occasion peut-être de faire un bout de chemin supplémentaire. Et peut-être que c'est important qu'aujourd'hui, ils prennent conscience de cela parce qu'il va apporter ça dans le nouveau couple et ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider dans la construction du nouveau couple. Donc c'est important, il faut travailler ça, vraiment. Maintenant, je ne me permettrai pas d'analyser comme ça la sauvage les émotions ou les sentiments d'Olivier. Message. Combien de temps prend le travail de deuil avant de se lancer dans une nouvelle histoire familiale? Alors, il n'y a pas de temps standard. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de temps standard. Et pour chaque personne, c'est différent. Mais on le sait. Quand ce travail de deuil est fait correctement, on le sait. Parce qu'on a travaillé et on a traversé des étapes. J'en avais parlé lors de mon intervention de la monoparentalité, des étapes très importantes du deuil. Et quand on arrive à une certaine acceptation de ce qui s'est passé, quand la blessure est déjà, il y a la cicatrice, mais qu'elle ne fait plus mal, qu'on peut envisager la vie sereinement, qu'on peut se projeter dans des nouveaux horizons, sans avoir de l'amertume, ni de la colère, ni que déjà on a pardonné, on s'est pardonné et on a pardonné l'autre, qu'on est vraiment en paix et serein. Je crois que c'est des signes qui nous permettent de dire que le processus de deuil arrive petit à petit à son terme. Sauf que le processus de deuil ne se fait pas de manière chronologique, phase 1, phase 2, phase 3. C'est-à-dire que parfois, on va et vient. Et c'est très positif, parce qu'on avance, mais parfois il y a des petites choses, il y a des petits détails qui n'ont pas été travaillés, et lors d'une certaine situation, un événement, paf, ça va ressortir, ça va nous faire mal, on va se mettre en colère, on va pleurer, voilà. Et ça va nous permettre de dire,
Il y a quelque chose qui n'est pas complètement assaini, d'accord? Mais c'est vrai que je ne peux pas dire 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne peux pas parce que chaque personne est différente. Moi, je connais des gens que j'accompagne qui n'ont jamais fait le deuil. Jamais. Ils ne sont jamais rentrés dans le processus de deuil. Donc, c'est difficile à dire. Mais ces signes-là que j'évoquais, ce sont des signes qui nous laissent voir qu'il y a déjà un jour nouveau qui arrive et qui s'annonce. Alors, une autre question. Comment agir en cas de conflit récurrent entre la nouvelle famille recomposée et l'ex-conjoint resté célibataire? OK. Alors là, c'est très, très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accord que l'ex-conjoint et le conjoint du nouveau couple ont dans l'exercice de leur fonction parentale. C'est-à-dire qu'il faut mettre des limites, il faut établir des frontières, il faut les respecter. Chacun sa place. Quand on dit chacun sa place, ça ne veut pas dire que l'ex-conjoint perd sa place de mère ou de père. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire qu'on a l'obligation de protéger la famille recomposée parce que peut-être que l'ex-conjoint n'a pas fait son travail. Peut-être que l'ex-conjoint est encore un travail, est encore un processus. Donc les frontières et les limites vont sécuriser l'espace du nouveau couple et de la famille recomposée tout en laissant la porte ouverte à la parentalité. Mais là aussi, je constate chez certains parents de familles recomposées que par culpabilité, par peine, parce que ça ne se fait pas, parfois ont du mal à mettre des limites. Et ces limites sont nécessaires, croyez-moi. Ils sont nécessaires parce que ça se fait ressentir. Les enfants ressentent ça. Et en fait, c'est important pour aussi protéger le nouveau couple et la nouvelle famille recomposée, mais aussi pour protéger l'ex-conjoint. Parce qu'on pourrait laisser croire qu'on lui ouvre la porte pour que les conflits éclatent tous les jours et à son gré. Mais non, parfois il faut dire non. Il faut se mettre d'accord de quelle manière on va communiquer. Est-ce que c'est par WhatsApp? Est-ce que c'est par mail? Est-ce qu'il rentre à la maison, l'ex-conjoint, ou pas? Ou est-ce qu'il vient chercher les enfants, etc., etc. De quelle manière on communique sur les affaires nécessaires et indispensables pour les enfants, mais en respectant ces modalités-là. Après, le conflit, ça vient de quoi? Parce que il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la peine parce qu'on est encore attaché. Et tout ça, il faut le tenir compte. Mais ces éléments-là, on doit en tenir compte sans éviter à l'autre de prendre la responsabilité de sa traversée, de son élaboration. Parce que c'est cette traversée, l'élaboration dans le processus de deuil qui lui permettra après recommencer dans des relations saines de son côté. Et surtout, j'ai envie de parler des enfants là, parce que dans les conflits, les enfants, ils payent les pots cassés. Parce qu'ils sont dans un conflit de loyauté terrible. Ils sont déchirés. Moi, je peux vous le dire, je peux témoigner parce que je reçois des jeunes et des enfants tous les jours dans mon métier. Et la grande partie des enfants que je reçois en rendez-vous sont des enfants issus des familles séparées, non pas des recomposées, parce qu'il y en a aussi, mais pas forcément tous en famille recomposée, des familles séparées qui se retrouvent au milieu dans des souffrances terribles à cause de ces conflits. Donc les parents ont l'obligation et la responsabilité de cesser ces conflits pour rentrer dans une... Alors des conflits, le conflit est normal, parce que quand on parle de conflit, on parle de quoi? Est-ce que c'est le désaccord? Le désaccord est normal, mais j'ai compris dans cette question qu'il y a des conflits qui se manifestent par des situations qui ne sont pas agréables. Ça, c'est fatal pour les enfants. C'est fatal. Donc, il faut vraiment envisager notre stratégie. Alors, je pose les 2 dernières questions et la dernière remarque. Et ensuite, on clôturera. Alors, que conseilles-tu à une mère dont l'un des enfants a décidé de partir vivre chez son père
dès l'arrivée du nouveau conjoint de sa mère. Il a quel âge cet enfant? Il a quel âge cet enfant? S'il a 18 ans, la question ne se pose plus. Voilà, qu'est-ce qu'il veut? S'il a 18 ans, la question ne se pose plus. S'il a 12 ans, il peut être entendu par le juge, même avant maintenant. Je crois qu'il y a une nouvelle loi qui est passée. Mais ça nécessite un remaniement de toutes les modalités de la parentalité fixée dans l'ordonnance du juge. Dans le cas d'un divorce, dans le cas d'une séparation, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des accords. Est-ce que c'est l'enfant qui décide? Encore une fois, est-ce que c'est l'enfant qui décide? Je pose la question parce que si on donne ce pouvoir-là à l'enfant, on est en train de lui dire qu'on lui donne la responsabilité de ses décisions. Alors ça dépend de l'âge, ça c'est maltraitant pour moi. Donc en fait, ce n'est pas l'enfant qui décide, ce sont les parents. Le couple parental, hein, je suis en train de... couple parental biologique, pour le bien de l'enfant. Alors qu'il y ait une réaction, j'ai parlé tout à l'heure de la crise de la famille recomposée, qu'il y ait une réactivité de la part de l'enfant, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, dès qu'il y a la formation de la famille recomposée, il va y avoir des conflits qui vont émerger. Alors je ne sais pas quel âge il a l'enfant, est-ce qu'il est dans l'âge du stade du complexe d'Édipe, est-ce qu'il est dans la crise d'adolescence, j'en sais rien. Mais de toutes les façons, ça sera peut-être l'occasion de l'aider à traverser cette crise. Et en ne le laissant pas à lui la responsabilité de ses décisions. Ce sont les adultes qui décident, en l'écoutant bien évidemment. Alors, l'avant-dernière question, enfin la dernière question. Hop. Je vais faire remonter. Que répondre à un ex qui vous affirme qu'il vous hait et qu'il vous haïra toute sa vie? Une question, pourquoi on écoute ça? Pourquoi on doit écouter ça d'un ex? Quel lien avons-nous avec qui permet que des arguments et de déclarations comme celles que je viens d'entendre puissent avoir lieu? Quelle autorité nous donnons à l'ex-conjoint? Probablement, il est en souffrance. Parce que quelqu'un qui est et qui dit qu'il va haïr toute sa vie une personne, il reste lié. Parce que quand le détachement est fait, que la rupture arrive à son terme par le processus qu'on a évoqué tout à l'heure, on n'a plus besoin d'haïr. On n'a plus besoin de détester. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, la dernière remarque. Alors, moi, j'ai une amie qui a grandi dans une famille recomposée et qui a été victime de viol de son beau-père. Elle a ensuite détesté sa mère en grandissant, car selon elle, si maman n'a pas quitté papa, elle n'aurait jamais subi ce viol. Comment savoir qu'on fait bien lorsqu'on quitte son conjoint pour refaire sa vie aux dépens des blessures des enfants? Car même si les parents disent non, parfois c'est mieux pour eux, mais il y a toujours des blessures pour les enfants. Bon, c'est gravissime, hein. La situation que je viens d'entendre, c'est gravissime. C'est-à-dire que je crois que cet enfant ou cette jeune qui dit avoir été violée par le beau-parent, dire que si maman n'avait pas divorcé ou séparé de papa, ça ne serait pas arrivé, ça donne peut-être une raison, ça donne pour pas se sentir coupable, pour pas porter, parce que c'est très dur, hein, c'est que cette jeune a vécu. Mais la question essentielle, c'est mais où étaient les parents pour protéger cet enfant? Comment se fait-il que cet enfant n'a pas pu mettre des mots sur ce qui se passait? Et autre question, comment se fait-il que dans la construction de couple, on n'ait pas senti ou vu qu'il y avait un dysfonctionnement chez cette personne? Alors ça, bien évidemment, ça peut arriver. Mais moi, je m'interroge beaucoup dans ces situations de la raison pour laquelle cet enfant, dès qu'il y a eu une tentative ou un premier pas, n'a pas tout de suite parlé, n'a pas dit, et où étaient les parents pour la protéger? Alors, la deuxième partie de la question,
quels sont les éléments ou les signes qui vont nous garantir qu'on fait le bon choix. C'est bien ça, je crois, Aude? Ton micro n'est pas activé. Ah oui, on n'entend pas. Pardon. Comment savoir qu'on fait bien lorsqu'on quitte son conjoint pour refaire sa vie aux dépens des blessures des enfants? Car Oui. même si les parents disent non, parfois c'est mieux pour eux, mais il y a toujours des Ok, blessures pour j'ai les enfants. compris. Oui, oui. Je crois que la décision nous appartient selon le vécu avec un couple. Il y a des relations qui sont toxiques, qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles peuvent avoir des conséquences fatales et néfastes, non seulement pour chacun des conjoints, mais aussi pour les enfants. Donc, cette raison de rester parce qu'on voudrait éviter peut-être des blessures chez les enfants, c'est un argument qui, à mon sens, n'est pas à considérer. Je crois que ce qui est important, c'est de tenir compte de ce qui est en train de se passer dans ce couple et de comprendre si la situation peut avoir une incidence qui est toxique et négative pour le couple, pour chacun et pour les enfants. Maintenant, de quelle manière la séparation et de quelle manière la rupture va se vivre? Mal. Parce qu'un enfant a envie que son papa et sa maman ils soient ensemble pour la vie. Et heureusement, c'est inscrit chez l'enfant. Maintenant, tout dépend de la manière qu'on va vivre cette séparation, qu'on va accompagner les enfants, qu'on va les entourer et surtout, et plus que tout, de la manière que le couple qui se sépare va envisager l'exercice de sa fonction parentale sera déterminant pour les enfants. Parce que l'enfant, je répète, ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'enfant a besoin de garder le lien avec son parent biologique, a besoin de se sentir en sécurité et tranquille, serein et en paix parce que ses deux parents s'occupent de lui pour les décisions importantes, l'école, les activités, ou les vacances, la santé, etc. Et après, s'il y a une famille recomposée, l'enfant, il a besoin de se sentir aussi en sécurité. Ce n'est pas le cas de cette jeune, je pense que c'est une fille qui a été violée. Donc ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Merci beaucoup, Anna, pour le temps que tu nous as accordé. Avec grand plaisir. Alors, Anna, tu nous as parlé de quelques livres qui Oui. pourraient être intéressants. Je vais les afficher et tu nous en parleras. Oui. Donc, ce sont des livres. Le premier, là, qu'on voit à l'écran, La famille recomposée des escales, mais quel voyage, c'est un livre qui donne plein d'exemples pratiques. C'est très facile à lire, il donne des exemples pratiques, on peut se retrouver facilement. Celui de droite, de Gary Chapman et Ron Deal, envisage la famille recomposée sous le prisme aussi des langages de l'amour. On connaît Gary Chapman avec toute sa théorie qui est très aidante, des langages de l'amour. Et donc, il envisage donc les situations de la famille recomposée avec, si par exemple ton langage d'amour, c'est les paroles valorisantes, c'est qu'on peut faire. Si c'est les moments de qualité, etc. Donc, il est très utile et très pertinent, celui de Gary Chapman et Ron Deal. Ensuite, les deux là que vous voyez là, les familles mosaïques et Vivre heureux dans une famille recomposée, ce sont vraiment des livres très faciles à lire aussi, très pratiques, qui donnent vraiment des clés, des éléments qui peuvent aider. Parfois, il y a des points qu'on se retrouve, des points qu'on ne se retrouve pas. Mais dans l'ensemble, je vous présente là, ce sont des livres vraiment très, très simples et accessibles, où il y a un peu de psycho, c'est-à-dire qu'on comprend tout ce que je vous ai dit de manière un petit peu plus approfondie, par rapport au conflit, par rapport à aussi les triangulations, vous voyez, les triangulations dans les relations,
Mais bon, ce sont très faciles à lire, moi je les conseille. Vraiment tous les quatre, en sachant que celui de Gary Chapman, à certains moments, donc il évoque ou il sous-entend quand même ce fil, on le ressent, hein, ce fil, cette toile de fond chrétien et de spiritualité qui se base dans la Bible. Pas les autres trois, hein, les trois autres, ils sont pas, les auteurs ne sont pas chrétiens. Merci Anna. Très bien, avec plaisir. J'espère que cette intervention, que les pistes que j'ai pu vous partager vous seront utiles déjà pour commencer à se poser des questions, peut-être chercher aussi des informations avec des livres, avec d'autres conférences et dans tous les cas, et ça je le dis à chaque fois, hein, quand on fait des interventions comme celle-ci, que parfois quand on est dans l'impasse, il ne faut pas hésiter à faire appel à un spécialiste. Donc, un spécialiste de l'éducation, un spécialiste du couple, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, parce que parfois, on est dans une situation, on ne sait pas quoi faire, on se sent perdu. Et parfois, aller vraiment trouver cet espace où on pourra déposer des choses sans honte, sans culpabilité, sans retenue, et qu'on pourra être écouté, qu'on pourra voir les choses autrement, ça peut être très aidant. Et seul ou en couple, parce que c'est une affaire de deux. Hein. Le nouveau couple et la famille recomposée, c'est une affaire de deux. Donc, en fait, pouvoir consulter aussi en couple, ça peut être très pertinent et très aidant dans la construction de cette famille recomposée. Je vous souhaite vraiment à tous, ceux qui êtes en famille recomposée ou que vous souhaitez vous y engager, je vous souhaite vraiment de pouvoir faire confiance en Dieu, mais aussi de vous renseigner, de vous ouvrir à cette possibilité de connaître, d'avoir des informations qui vont clarifier pour sortir peut-être un petit peu de toutes les idées reçues et entrer vraiment dans une réalité par des témoignages et des informations diverses, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accès quand même à pas mal d'informations. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Tu dis que tu m'aimes, que je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible.